Eh bien voilà, il est 10 heures, je pense que nous pouvons commencer. Bonjour à toutes et tous. Alors, ce nouveau webinaire consacré à l'énergie, alors que nous sommes confrontés à des tensions au Proche-Orient qui sont à leur paroxysme, à des négociations pour une sortie ou une solution en tout cas à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, à des stocks de gaz en Nord-Ouest Europe qui sont bien plus bas qu'il y a 12 mois, à de nouveaux problèmes de corrosion sur un réacteur français. Alors, est-ce que ça va s'arrêter là? On ne le sait pas très bien. Et il est aussi plus que probable que l'été sera chaud. Donc, que devons-nous attendre des marchés électriques et gaziers pour les semaines à venir? Je pense que vous vous posez tous la question. Et c'est bien à ces questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui pendant ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle session d'ailleurs. Pour ce faire, nous allons rapidement, je vais rapidement passer la parole à nos trois experts marchés. Nous aurons d'abord Olivier Gasnier, qui est expert des marchés macroéconomiques et du pétrole. Il commencera à prendre la parole immédiatement. Ensuite, Cédric Vancaï, que vous connaissez, commentera pour sa part donc le marché du charbon et le marché du gaz. Et nous clôturerons avec Luc Ruffier qui, lui, commentera le marché du CO2 et le marché électrique. Voilà. Alors, laissez-moi vous rappeler, avant de passer la parole à Olivier, que vous avez un chat au-dessus de vos écrans, un box, pardon, Q&A, qui vous permet de nous poser vos questions et nous les rassemblerons et y répondrons en fin de session. Voilà. Donc, Olivier, je te passe immédiatement la parole. Bonjour à tous, merci Christophe. Oui, nous allons débuter comme traditionnellement par le contexte, l'environnement macroéconomique. Et ensuite, on aura quand même des choses importantes à dire sur le marché du pétrole, bien sûr, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Donc voilà, sur la macroéconomie, il y a 3 mois, on avait beaucoup parlé de la guerre commerciale. Je crois que c'est toujours très intéressant de continuer d'en parler aujourd'hui, d'avoir un petit peu de recul sur ce qui s'est passé. Euh, Sur ce premier slide, vous avez trois graphiques en fait pour vous montrer quoi? Vous montrer d'abord que le choc en fait sur les marchés et d'une manière générale, je dirais, sur l'économie mondiale est quand même tout à fait significatif. C'est-à-dire que si vous regardez en fait une mesure de risque, ici j'ai représenté en fait le ratio entre le S&P 500, donc l'indice phare de la bourse américaine, et le prix de l'or. Donc si vous voulez, appétit pour le risque d'un côté, vous achetez des actions, positionnement très défensif de l'autre, vous achetez de l'or sous quelque forme que ce soit. Et quand vous regardez en fait l'évolution de ce ratio, vous voyez que le choc a quand même été très très important avec un basculement donc du sentiment de marché en général qui tout à fait comparable à ce qu'on avait pu voir par exemple lors de la crise du Covid, lors du crack de la Chine au milieu de la décennie précédente. Pas de l'ampleur évidemment de la grande crise financière de la fin des années 2000 prolongée par la crise des dettes souveraines en Europe, mais quand même un choc tout à fait significatif. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est revenu à la normale? Non, d'abord parce que on est toujours dans une période de négociation. Il n'y a finalement qu'un accord qui a été conclu entre les États-Unis et le Royaume-Uni à ce jour, un accord qui en plus est en voie de finalisation et qui portait sur assez peu d'éléments. Quand vous regardez la situation aujourd'hui, malgré le fait qu'on a eu une désescalade, notamment entre les États-Unis et la Chine, puisque les tarifs douaniers ont d'un commun accord, après être montés à des niveaux complètement absurdes, à près de 150% du côté américain, on est redescendu dans des zones beaucoup plus basses. Mais néanmoins, l'état actuel des tarifs douaniers nous renvoie quand même, ce que vous voyez sur le graphique du milieu, à une situation qu'on n'avait pas connue depuis le début des années 30. L'université de Yale
fait une estimation qui est maintenant prise comme référence, un peu je dirais par tout le monde, du niveau moyen des tarifs douaniers, et on est à près de 16%, alors que avant le second mandat de M. Trump, on était autour de 2-3%, et ça avait très très légèrement augmenté au cours de son premier mandat. Il y a d'autres mesures qui sont intéressantes, comme mesures d'incertitude en fait sur le commerce international. Alors là, on est en phase de décélération. Là, les derniers points sont plutôt vers 5%. 5 points, pardon. On était monté à 19 juste avant la désescalade, les premières désescalades sur les premières suspensions des tarifs après les annonces de début avril. Vous voyez qu'on est. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la situation actuelle n'a absolument rien à voir avec la première guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, déclenchée lors du premier mandat de Trump. Donc, une situation quand même tout à fait exceptionnelle et absolument pas de retour à la normale, et probablement pas de retour à la normale même après la fin des négociations, puisqu'il y a probablement d'autres mesures qui sont en préparation concernant certains secteurs, les semi-conducteurs, certains métaux, etc., qui viendraient à l'image de ce qui s'est passé sur l'acier et l'aluminium, où les tarifs sont quand même montés à 50%, et qui viendraient aussi plomber les échanges internationaux. Donc cette situation reste tout à fait exceptionnelle. Alors, quel impact justement sur le commerce international? Quelques illustrations. C'est vrai que c'est pas facile en fait de voir exactement ce qui s'est passé. Première illustration sur la balance commerciale américaine. Vous voyez en fait le creusement très fort du déficit américain correspondant à une envolée des importations en début d'année avant la mise en place des tarifs douaniers. Et puis la contraction brutale de ce déficit en avril, correspondant évidemment au fait que les entreprises ayant accumulé des stocks pour les pouvoir continuer de vendre à des prix anciens, si on peut dire, évidemment, se sont mis tout d'un coup à beaucoup moins importer une fois que les prix avaient augmenté. Si vous regardez le commerce chinois, il y a un enseignement supplémentaire. Donc vous avez également cet aller-retour sur les échanges, mais vous avez surtout une réorientation des échanges. Et on voit très bien que tout ce qui était à destination des États-Unis s'est complètement effondré, mais qu'en parallèle, les exportations chinoises à destination des autres pays asiatiques ont nettement augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, les biens chinois, en tout cas une partie, continuent d'arriver aux États-Unis, mais transitent par d'autres pays qui sont moins taxés. Puis il y a finalement des pays, des grands exportateurs pour lesquels on voit moins de choses, par exemple le Japon, et c'est un peu le même cas pour l'Allemagne. Vous voyez quand même que l'évolution de la courbe jaune sur la droite, que ça baisse beaucoup plus que le total, si vous regardez par rapport à un an auparavant, hein. On a quand même une baisse significative qui est de l'ordre de 11% au mois de mai des exportations japonaises vers les États-Unis, mais on n'a pas les mêmes impacts, hein. C'est quand même beaucoup le commerce États-Unis-Chine qui a vraiment cristallisé les conséquences en fait de cette guerre commerciale. Impact sur la croissance, là aussi, prenons le PIB américain, parce que c'est là où ça a été vraiment le plus spectaculaire. Légère contraction du PIB au premier trimestre, dû à quoi? Beaucoup justement à cette envolée des importations, donc un creusement du déficit extérieur. Actuellement, la Fed d'Atlanta, qui fait une estimation sur la base donc une estimation de la croissance du trimestre en cours sur la base des données qui sont connues. Donc cette estimation est à 3,4%. C'est de la donnée trimestrielle annualisée. Donc ça veut dire que ça fait à peu près du plus 0,8% si vous voulez sur le trimestre, alors que le trimestre précédent, on était à entre moins 0 et moins 0,1%. Donc un rebond tout à fait spectaculaire, mais qui est un peu artificiel parce que c'est vraiment lié à ces mouvements très, très forts sur le commerce extérieur. Et vous voyez également, par exemple, sur les ventes de voitures, les allers-retours, là, tout d'un coup, il y a quelque chose quand même, il y a de la volatilité, ça, c'est pas inhabituel, mais avant, on était dans un range qui était relativement étroit. Et là, tout d'un coup, ça se met à s'amplifier de façon extraordinaire, avec une anticipation justement de ce qui va arriver. Et le pic en fait, des importations en fin de premier trimestre, et puis ça s'effondre ensuite, donc un petit peu d'abord en avril, et puis vraiment, franchement, au mois de mai.
Vous avez des impacts également qu'on voit peut-être moins, mais par exemple sur le secteur immobilier. Et là, j'ai représenté l'évolution de l'indice de confiance dans le secteur de la construction, le NAHB, avec un taux d'emprunt classique aux États-Unis, donc le taux d'emprunt à 30 ans, taux hypothécaire à 30 ans. Et vous pouvez voir, alors c'est peut-être pas complètement net, mais sur la toute dernière période, on voit que le NAHB baisse beaucoup plus que ce que suggérerait en fait l'évolution du taux à 30 ans. À l'échelle, elle est inversée. C'est-à-dire que là, vous avez sur l'échelle droite, en fait, les taux, plus ils montent et plus la courbe baisse, évidemment, pour les mettre en relation avec le climat dans l'immobilier. Et alors que les taux finalement sont relativement stables, vous avez une situation qui se détériore assez franchement dans l'immobilier, avec des chiffres par exemple de mise en chantier, de permis de construire qui étaient assez en baisse hier pour le mois de mai. Et c'est lié à quoi? C'est lié à la hausse du coût en fait, des matériaux en fait, qui sont importés et qui évidemment vont complètement cette hausse va complètement squeezer les marges des constructeurs aux États-Unis. Impact sur la confiance. Alors là, c'est beaucoup moins net, hein. Vous voyez, si vous regardez les deux graphiques donc à gauche et au milieu, vous avez l'évolution des indices de directeurs d'achat, les fameux PMI. Vous voyez qu'en fait, il n'y a pas d'énormes tendances, ou alors il y a des choses un peu bizarres qu'on a du mal à comprendre. Par exemple, au Royaume-Uni, ça baisse beaucoup, alors que c'est le pays qui a fait la croissance la plus forte au premier trimestre. En Europe, ça se met à remonter, on ne sait pas trop pourquoi. Alors peut-être aussi parce qu'il y avait des histoires de relance, de changement de politique en Allemagne qui soutient. Mais le message que je voudrais plutôt faire passer, c'est que l'impact de la guerre commerciale, vous ne le voyez pas vraiment en fait sur cela. Parce que finalement, ce qu'on a vu sur le degré d'incertitude qui est très élevé, ça laisse les entreprises face à une situation où ils ont du mal à maîtriser. Et donc, on voit pas d'énormes effets finalement sur ces indicateurs. Sur la confiance des ménages, ça a quand même été plus net. On a vu une détérioration assez nette parce que là, vous avez une anticipation de hausse des coûts qui est beaucoup plus lisible, je dirais. Et on a vu par exemple la confiance baisser très fortement aux États-Unis et rebondir le dernier mois. Rebondir pourquoi? Parce que, il y a eu cette baisse annoncée le 12 mai des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine. Donc en termes de croissance économique, bon, il y a eu une révision à la baisse un peu généralisée pour cette année. On est plutôt sur du 3% de croissance, avec des taux qui seraient probablement relativement similaires l'année prochaine au niveau mondial, voire légèrement en baisse. Une croissance des États-Unis qui est révisée en baisse. Hier, il y avait la réunion de la Fed, ils ont révisé en baisse assez nettement leur prévision de croissance pour l'économie américaine. L'idée étant que bah, le renchérissement des importations va quand même peser sur la croissance. L'Europe, un peu à part du fait de ce double effet contraire, en fait. Vous avez d'un côté la guerre commerciale qui est évidemment pas une bonne nouvelle, mais de l'autre côté une relance normalement de la dépense publique en Allemagne ou des pays qui peuvent se le permettre. Évidemment, je n'inclurai pas la France dans ce groupe de pays. Mais on n'est pas sur un scénario catastrophique, je veux dire, parce que personne n'anticipe ça pour le moment, parce que personne n'anticipe on va avoir des taux complètement délirants qui vont perdurer sur les échanges. En termes d'inflation, c'est un peu la même incertitude. Alors, évidemment, il y a eu un relèvement des prévisions de croissance, des prévisions d'inflation, par exemple, aux États-Unis, parce qu'on sait que normalement, ça va encore arriver. Et l'un des messages de la Fed hier, c'était de dire il faut attendre. C'est-à-dire, pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a pas d'impact sur le taux d'inflation. Ça a été assez modéré jusqu'en avril et même en mai, mais jusqu'en avril, pardon. Et donc, il faut encore attendre parce que ce que je vous disais, en fait, il y a eu une accumulation énorme de stocks qui sont en voie d'être écoulés. Ce processus va inévitablement prendre fin. Il va falloir à un moment donné répercuter la hausse du coût des importations au niveau du consommateur. Et donc, je pense que vraiment, là aussi, message de la Fed très justifié, c'est-à-dire, pour l'instant, on ne sait pas. Il faut attendre un peu de voir ce qui va se passer, mais a priori, vous allez quand même voir, notamment dans les taux d'inflation aux États-Unis, les effets de la guerre commerciale.
Alors, sur les marchés financiers, bon, on avait une réunion de la Fed hier, ils ont laissé leur taux inchangé. On voit qu'ils sont assez divisés sur le fait de baisser ou pas les taux d'intérêt. La question, elle va se poser à partir de septembre. Les marchés anticipent aujourd'hui entre une et deux baisses de taux d'ici la fin de l'année. Pour la BCE, qui a baissé beaucoup plus vite que tout le monde, là, on approche vraiment de la fin, hein. Il y aura peut-être encore une baisse, mais on est vraiment très proche de la fin. Ce que vous remarquez, c'est l'évolution évidemment, de la politique monétaire japonaise complètement à contre-courant des autres, avec une normalisation vers le haut. On voit un peu ça d'ailleurs sur l'évolution des taux longs. Alors, on voit d'une part que les taux longs américains ont plutôt eu tendance à plus augmenter qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que, à côté des effets inflationnistes de la guerre commerciale, vous avez eu tout le débat sur le budget qui va creuser de façon incroyable les déficits, qui apparaît extrêmement inégalitaire. Bon, je ne vais pas détailler tout ça, mais c'est vrai que ça semble quand même assez incroyable ce qui a été voté pour l'instant par la Chambre des représentants. Et donc, il y a des inquiétudes en fait au niveau international sur l'orientation de la politique budgétaire américaine, où il y a un creusement des déficits qui semblent sans fin et sans aucune réaction, sans aucune mesure prise vraiment pour aller contrer ça avec des baisses d'impôts qui continuent essentiellement pour les plus riches. Ce qui est intéressant, on a beaucoup évoqué le fait que dans la guerre commerciale, la Chine pourrait réagir et pourrait finalement sanctionner les États-Unis en rapatriant les capitaux. Alors, ce que vous voyez sur le graphique de droite, c'est intéressant parce que vous voyez qu'en fait, c'est déjà le cas finalement. Enfin, c'est déjà le cas. Il y a eu un désengagement des investisseurs chinois sur les bons du Trésor américain qui a commencé finalement dès le milieu de la dernière décennie. Et la part de la Chine a quand même beaucoup baissé pendant qu'il y avait d'autres pays, comme le Royaume-Uni par exemple, qui augmentaient pas mal. Mais de loin, pour l'instant, le principal détenteur de bons du Trésor américain, ça reste les Japonais. Et c'est là où l'orientation de la politique monétaire japonaise est quelque chose qui apparaît comme ça, un peu anecdotique vu d'ici, mais qui prend toute son importance parce que vous avez une montée des taux longs, donc forcément l'écart de rémunération est en train de se resserrer de façon assez importante, et ça a conduit à tel point que ça a conduit très récemment, la Banque de Japon a commencé à ralentir le rythme de normalisation de sa politique monétaire, et notamment en fait, tout ce qui est achat d'obligations qu'ils étaient en train de réduire de façon très très nette. Ils ont ralenti le mouvement. Pourquoi? Parce que pour éviter que les taux longs ne remontent vite et pour éviter de créer finalement un krach obligataire ailleurs dans le monde avec des rapatriements massifs de capitaux dans l'archipel. Donc ça, c'est quand même un élément à suivre parce que c'est un élément potentiel de déstabilisation des marchés mondiaux s'il y avait ce transfert et qui aboutirait du coup à une baisse des prix des obligations à l'ouest, surtout aux États-Unis, avec donc mécaniquement associé une hausse des taux. Autre manifestation d'une certaine perte de confiance dans la politique américaine, c'est ce qui se passe sur le dollar. Alors, ce graphique est quand même, je trouve, absolument incroyable, hein. Vous avez représenté ici l'évolution de l'euro-dollar et l'évolution de l'écart de taux à 2 ans, c'est-à-dire finalement, c'est le début du marché obligataire hein, sur les échéances. Ça vous reflète un peu les anticipations d'évolution respective de la politique monétaire entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux États-Unis. Donc, évidemment, plus l'écart de taux s'accroît, plus les taux américains sont élevés par rapport aux taux européens, normalement, et plus l'euro-dollar doit baisser. C'est ce qu'on a observé jusqu'ici. Et alors là, on a une déconnexion absolument totale depuis l'annonce des tarifs, là, depuis le début avril, où le dollar s'affaiblit alors que les taux américains sont de plus en plus rémunérateurs par rapport aux taux européens, où la Banque centrale européenne a continué de baisser ses taux, etc. Et ça traduit quand même vraiment une défiance vis-à-vis de la politique américaine, vis-à-vis des actifs américains, une méfiance. On a parlé de taxer les détenteurs de bons du trésor américain, etc. Il y a plein d'éléments, en fait, plein de personnes dans l'entourage de Trump qui voudraient faire ça. Euh,
Il y a évidemment tout ce qui s'est passé par ailleurs, hein, je veux dire sur la politique qui est menée en interne, les événements à Los Angeles, etc. Il y a beaucoup d'événements qui ont contribué, je pense, à cette situation, mais c'est vraiment tout à fait remarquable, en fait, cet écart énorme qui s'est creusé entre l'évolution du dollar et l'évolution de la rémunération respective des monnaies. Alors, passons au pétrole. Je vois qu'il y a déjà 20 minutes qui sont passées, donc il faut que j'accélère absolument. Euh, Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit l'évolution des prix du pétrole sur les 6 derniers mois. Donc on voit qu'on a eu en fait une baisse des prix qui a été alimentée essentiellement par les impacts négatifs attendus de la guerre commerciale, d'une part, et puis le fait que l'OPEP a changé complètement sa politique et s'est mise à accélérer la remontée de sa production qui était prévue, mais ils ont décidé finalement de tripler en fait chaque mois depuis le mois de mai. Donc maintenant c'est prévu pour le mois de juin et pour le mois de juillet, et probablement ça va continuer, en fait la production qui remet sur le marché. Donc ça a vraiment fait baisser fortement les prix, qui sont même passés à un moment donné sous les 60 dollars le baril en clôture, ce qu'on ne voit pas sur ces données quotidiennes. Et puis depuis, on a une remontée des prix. C'est lié à quoi? C'est lié aussi à la guerre commerciale, mais plutôt l'aspect, ça va pas finalement, ça va pas tant dégénérer que ça. Et le point de départ, c'est en gros le moment où les États-Unis et la Chine décident de baisser leurs tarifs en même temps. Et puis le deuxième aspect, le deuxième effet accélérateur sur les derniers jours, c'est évidemment ce qui se passe en Iran, qui est vraiment le point très important. Voilà, donc là, on a une remontée. Aujourd'hui, on est à 77 dollars le baril, c'est-à-dire un petit peu plus haut que le point de départ avant la forte baisse due à la guerre commerciale. Alors, sur la question iranienne, il y a deux questions finalement. Est-ce qu'on perd la production iranienne? En gros, qui est de l'ordre, enfin, les exportations qui approchent 2 millions de barils par jour, ce que vous voyez sur le graphique de gauche. En fait, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire parce que les Iraniens, pour évacuer le maximum de pétrole qui était stocké notamment sur des barges au large de l'île de Karg, c'est le principal port d'exportation, et craignant une attaque, sont en train de déverser leur pétrole le plus vite possible, et essentiellement en Chine, qui doit acheter tout ce qu'il peut, probablement à des prix un peu discountés. Euh, En face de ça, de toute façon, vous avez une marge de production disponible qui est très très élevée au niveau des pays de l'OPEP. Si vous regardez les pays OPEP qui sont soumis à accord, dont ne fait pas partie l'Iran, vous avez au moins 5 millions de barils jour disponibles, dont quasiment 3 millions de barils jour juste pour l'Arabie Saoudite. Donc c'est pas le problème. Et comme je vous le disais, vous avez de toute façon la phase de hausse de la production qui est en cours au niveau des pays de l'OPEP+, qui inclut également des pays comme la Russie, le Kazakhstan, qui fait que avant la fin de l'année probablement, on va avoir eu une augmentation de l'ordre de 2,5 millions de barils jour de la production de ces pays-là. Donc le risque associé à une perte éventuelle à la production iranienne, il semble très très faible. Deuxième risque, c'est est-ce qu'il y a un blocage du détroit d'Ormuz par lequel transite entre un cinquième et un quart de la production mondiale, puisqu'ils avaient tout ce qui vient d'Arabie Saoudite, d'Irak quasiment en totalité, le Koweït, le Qatar également pour le GNL, tout ça, etc. Alors il y a des solutions de repli comme il y a quand même un pipe notamment utilisé par les Émirats arabes unis pour envoyer directement du pétrole donc à l'ouest de l'Arabie saoudite. Là, on peut augmenter considérablement le flux, mais effectivement, le problème, c'est il y avait une action désespérée en fait de l'Iran qui bloquait le détroit d'Ormuz et qui tout d'un coup créait une congestion. À ce stade, ça reste vraiment, alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça reste quand même assez improbable, d'une part parce qu'un des soutiens de l'Iran, c'est quand même la Chine, et que c'est un des principaux pays vers lesquels vont justement ces exportations qui alimentent en priorité l'Asie par ce canal. Donc ça reste quand même. Après, il y a une capacité qui est probablement assez faible je dirais, de contrôler le détroit d'Ormuz, parce que tout de suite, il y aura une réaction internationale. Mais c'est vrai que ça peut créer quand même pas mal de perturbations si, par exemple, ils décident d'attaquer un tanker et que tout le monde, spontanément, veut éviter la zone, au moins pendant une période. Donc c'est quelque chose qui peut créer temporairement des perturbations, mais qui probablement ne serait pas durable. D'un point de vue fondamental,
Donc les prix ont beaucoup remonté. Je pense que vous connaissez la situation actuellement, qui est extrêmement tendue en Iran. Une intervention des États-Unis semble se dessiner dans le sens où ils pourraient intervenir juste pour attaquer spécifiquement les sites nucléaires iraniens qui sont enfouis très très profonds dans la montagne et donc qui nécessitent un armement spécifique pour être détruits. Mais on peut imaginer que les États-Unis interviennent comme ça, compte tenu des dissensions au sein du camp Trump, qui est majoritairement très très opposé à une intervention à l'étranger. On peut être quasiment certain qu'il n'y aurait pas d'intervention du type irakienne, etc., où on n'aura aucune troupe américaine sur le terrain. Mais après, on ne sait pas ce qui peut se passer. On sait pas si le régime va tomber, qui pourrait le remplacer, est-ce que ce sera le chaos total comme en Irak, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de sources d'interrogation qui justifient le fait que les prix, effectivement, sont élevés aujourd'hui, parce que d'un point de vue fondamental, quand vous regardez l'équilibre du marché, compte tenu des perspectives de demande qui ne sont pas terribles, et du fait que l'OPEP augmente quand même assez fortement sa production, vous avez un marché qui est attendu en très, très fort excédent par rapport à ce qui était l'année dernière, où il était quasiment à équilibre. Vous voyez que les stocks avaient légèrement reculé, alors qu'on attend une hausse des stocks de l'ordre de au moins 1 million de barils jour cette année et l'année prochaine. Donc les fondamentaux, ils appellent à une correction à la baisse des prix du pétrole dès que la situation en Iran va se détendre. Alors après, voilà, moi j'ai pas de boule de cristal, il peut se passer beaucoup de choses entre deux, mais en tout cas, d'un point de vue fondamental, le marché, il est toujours très déséquilibré et il y a plus d'offres que de demandes. Et même si on avait une perte sur l'Irak, il n'y aurait pas de problème, ça serait corrigé assez rapide. Voilà, j'en ai terminé. Passer la parole à Cédric. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, je vais partager dans un instant mon écran, qui n'est pas encore le cas, je pense. Donc, ah voilà, vous avez mon écran. Bonjour tout le monde, merci Olivier, et n'hésitez pas à poser vos questions entre-temps. Je commence par le vif du sujet pour le marché du gaz, qui est l'apport norvégien. On a eu quand même des grosses maintenances prévues le 21 mai. La dernière fois dans le meeting, on en avait parlé et c'était la même maintenance le même jour que l'année passée et ça avait impacté comme l'année passée. Cette année, on a un gros impact sur les marchés, ont depuis du mal à diminuer. Il y a un essai de retour de production de la Norvège qui s'est fait, mais jamais à plein régime, jamais au-delà des 300 millions de mètres cubes par jour. Et puis, on a eu le 5 juin, autour du 5 juin, une maintenance qui était prévue. Mais la maintenance la plus importante qui a eu lieu la semaine passée, le 12 juin, c'est celle-là qui maintient les prix assez élevés. Si on regarde concrètement sur notre plateforme, on est déjà plus haut ce matin par rapport au settlement d'hier ici. On est déjà facilement début 40. Pour le mois de juillet, le spot, le CAL 26, il est au- dans le haut des 30. Donc, on a cet effet qui est certainement lié à l'apport norvégien qui est un tiers de la, de l'offre gazière, hein. Donc, à suivre de façon très importante, en plus de tout ce que Olivier a expliqué. Et je vais y revenir. Donc, on a eu le 12 juin, avant les attaques israéliennes sur l'Iran, un jour avant, déjà une perte de l'approvisionnement norvégienne qui n'était pas prévu et un retour graduel qui se fait donc très lentement et c'est essentiel pour avoir des prix qui vont être plus attractifs, d'avoir cette stabilité dont on peut voir ici la prévision juillet-août. Et fin août, on a malheureusement chaque année à la même période la maintenance norvégienne qui sera moins longue et moins forte que l'année passée, heureusement. Mais à voir, vu que cette année,
vous voyez le bleu clair par rapport à l'année passée, on a quand même eu du mal. Donc la Norvège reste un des facteurs importants dans vos achats. Et je dirais même que la fenêtre d'opportunité juillet-août va potentiellement être la fenêtre cette année pour essayer d'encore capturer des bons prix pour Cal 26, notamment, et si vous avez encore le temps, pour Cal 27, 28, qui ne sont pas des mauvais prix. Mais concrètement, Cal 27, 28, Cal 27, on préfère le voir dans les vingtaines, et Cal 28 en dessous de la mi-vingtaine, en dessous des 25. Donc ça, c'est concrètement, stratégiquement, ce que vous pouvez espérer avec cette fenêtre d'opportunité. Il faut naturellement que les fameux stocks que je vous indique ici en orange pour cette année montent. C'est plus difficile quand on perd l'approvisionnement norvégien de façon imprévue. Et potentiellement avec le détroit d'Ormuz, la concurrence au point de vue des LNG. Donc ça, je vais y venir. Mais d'abord, le stock qui monte grâce à l'injection, enfin l'approvisionnement norvégien. Il y a des pays comme les Pays-Bas qui ne sont pas encore à 50%, qui est la moyenne européenne. Les Pays-Bas ont un peu du mal, ils ont eu des soucis techniques, etc. Mais ils doivent vraiment accélérer venant des Pays-Bas, le marché le plus important avec l'Angleterre en Europe. Et ça, c'est à suivre de très près, en plus de la Norvège, naturellement. On est dans cette situation très sensible à l'aspect international, LNG américain notamment, et la concurrence avec l'acheteur asiatique. L'acheteur asiatique, il est fort déterminé par sa perception du géopolitique. S'il y a plus de soucis à travers le détroit d'Ormuz venant du Qatar, on peut perdre l'approvisionnement ou l'Asie peut perdre l'approvisionnement, mais nous, dans un certain sens aussi, mais on est surtout approvisionné par les Américains. La concurrence est de mise et je vous montre concrètement le prix ici au point de vue mondial. L'historique, vous la connaissez, on a eu la crise en 2022 où les prix asiatiques en bleu clair étaient importants et nous, on a suivi. Et aujourd'hui, je zoome. Et eux, les Asiatiques, ont monté leur prix depuis la crise, surtout à partir du 13 juin, avec les attaques. Et nous, on suit dans un certain sens. Donc là, on n'est pas nécessairement obligé de suivre tout à fait le prix à la hausse asiatique qu'ils essayent d'avoir le dernier cargo, façon de parler, mais quand même, ça nous impacte. Concrètement, on est autour des 300 à 400 millions de mètres cubes par jour. Avec les prix qu'on a aujourd'hui, on arrive à les maintenir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on doit faire attention à cet apport, à cette concurrence asiatique, naturellement, vu le géopolitique. Voilà, en ce qui concerne les fondamentaux, j'ai vu passer une question dont j'y viens, la partie spéculative que vous voyez ici. C'est, ça s'est fait à travers le début de l'année, fin de l'année passée, où le spéculateur américain notamment achetait beaucoup de gaz européen et on le voyait à partir du moment qu'il se réveillait à New York, 3-4 heures de l'après-midi chez nous, et c'est encore toujours le cas depuis le 12-13 juin. Donc jeudi, vendredi passé, il y a eu une hausse de l'achat de ces spéculateurs qui a rendu la, la chose difficile, hein. On est à cause de ça dans un prix qui ne veut pas diminuer et ça va continuer tant que la Norvège n'est pas de retour, tant qu'il y a le géopolitique qui joue. Ils achètent pour vendre à un moment donné et lâcher la position quand même. Mais heureusement, la position est moins importante qu'avant, donc l'influence est moins forte, mais elle est là depuis jeudi, vendredi passé surtout. Donc ça vous indique et ça répond à la question de l'impact des spéculateurs. En ce qui concerne la demande, on n'est pas dans une demande extrêmement forte, hein. Naturellement, c'est pas une demande résidentielle, elle peut même encore diminuer. On a de l'air conditionné qui va alors impacter la demande des centrales au gaz.
avec le jeu qu'on peut avoir avec le renouvelable dont Luc va vous parler, et la vague de chaleur qu'on a dans la semaine qui vient. Mais donc, c'est pas la chose la plus fondamentale non plus. C'est surtout à suivre. Et ça, vous le montre ici. Tenez quand même un œil sur tout ce qui se dit chez Gasco, le gestionnaire du réseau norvégien en gaz. Tout ce qui se passe, la liste est énorme en maintenance annuelle. Et à suivre si vous avez accès à notre plateforme EnergyScan, les mouvements dans la ligne pointillée, je vous le conseille et de voir le retour potentiel la deuxième semaine de juillet pour créer les opportunités dont vous avez besoin, dont j'ai indiqué, et pour résumer, en espérant qu'on passe en dessous des 35, dans le bas des 30 pour le CAL 26, et tout ce qui est plus court dans la maturité, juillet, Q4, Q3, qu'on repasse en dessous des 40. Donc voilà, en ce qui me concerne. Ah, pardon, j'ai encore mon dernier slide pour résumer avant que j'oublie. On fera ça vite. Voilà. Donc on a parlé d'un prix à la hausse pour deux événements importants. Les maintenances norvégiennes, vous avez la liste, et l'attaque d'Israël sur l'Iran. L'LNG est en concurrence avec l'Asie, l'acheteur asiatique qui est revenu vu l'importance pour lui de maintenir son approvisionnement en temps de conflit. La demande reste faible, résidentielle notamment, avec des fluctuations pour la génération d'électricité dont Luc va vous en parler dans une minute. Et on a besoin d'arriver à 70% de stock d'ici l'hiver, vu que c'est la target européenne, mais ça devrait aller. Donc voilà, en ce qui me concerne, je donne pour le reste du temps la parole à Luc. Merci Cédric. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous. Euh, on va plonger dans le vif du sujet, aborder plein de thématiques, le renouvelable, et on va commencer tout de suite par la demande, hein, ça. Ok. Alors, la demande, des choses qui sont très intéressantes sur ce début d'année 2025, avec un début d'année où on a eu finalement des températures un peu plus fraîches en 2024. Et c'est directement visible sur la courbe rouge qui est plus élevée que la courbe bleu clair à gauche. Euh, un environnement où il y avait moins de vent également. Et ce régime météorologique a rapidement changé à partir d'avril, disons, où la demande s'est vraiment écrasée. euh, Notamment parce qu'on a beaucoup d'irradiance, enfin d'exposition au soleil, des températures plus élevées qui ne stimulent pas la demande. Et si on fait le bilan de tout ça sur les 5 premiers mois de l'année, donc jusqu'à fin mai, finalement, en comparant avec 2024, en Belgique, on est finalement en baisse au niveau de la demande. Donc on n'est pas du tout dans un régime de croissance. Et en élargissant un peu au scope européen, donc EU27, on est sur une demande d'uniquement 0,9%, donc ça reste très modeste. Ce premier point est intéressant à garder en tête, surtout euh, quand on le met en parallèle du renouvelable. Le renouvelable qui est ici, donc le premier point qui était vraiment intéressant cette année, c'est le déficit en vent finalement. On peut le voir en haut à droite, c'est la courbe en rouge, qui est bien en deçà des années précédentes. Donc une production renouvelable principalement en hiver qui était en berne. Donc ça, naturellement, ça supporte plus la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et donc naturellement des prix relativement plus élevés. Là encore, on a eu un changement de régime à partir de fin avril, euh, un retour un peu d'un régime de météo avec plus de vent en mai, qui a vraiment, qui a permis de retrouver des niveaux assez normaux de production. Et ce qui est vraiment flagrant également, c'est la production solaire qui augmente de façon naturelle par l'ajout de nouvelles capacités. Mais on a observé en mars, enfin dès mars, des niveaux assez impressionnants d'irradiance, donc d'ensoleillement, qui ont permis de produire énormément
de renouvelables sur certaines heures de la journée. Donc ça a permis de faire décrocher les prix spot à partir de mars. Et le dernier élément, non, le dernier élément, c'est le nucléaire ici à gauche, qui est finalement de retour, disons, à des niveaux pré-crise. Par crise, j'entends la crise de corrosion sous contrainte de 2021-22 et un peu 2023, qui a été suffisant pour l'hiver, disons, et qui au printemps est finalement même en quasi surcapacité avec un besoin de modulation assez sévère du côté de la flotte d'EDF. Si on passe au prix spot, donc on peut vraiment voir ce déficit en vent centré autour de l'hiver 2024, qui s'est poursuivi jusqu'à fin février, jusqu'à la mi-mars même. Et le retour du solaire a vraiment permis de mettre sous pression les prix spot. Et il est aussi intéressant quand même de noter que les pays du sud-ouest de l'Europe, donc France, Espagne, ont décroché vraiment des ancrages liés au gaz, alors que les pays comme l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas sont plus soutenus par ces prix du gaz. Pourquoi est-ce qu'on observe ce découplage? Simplement parce qu'on a eu finalement beaucoup de précipitations en Espagne, en France dans une moindre mesure, mais en France, ce qu'on observe, c'est plus une surcapacité nucléaire, euh, enfin une très forte disponibilité des centrales nucléaires, qui n'est pas suffisamment exploitée, disons, par une demande qui est encore en berne. Donc on est dans un régime de sur-offre, disons, qui ne supporte pas les prix. Le nucléaire étant souvent marginal en France au deuxième trimestre. Et ce qu'on observe un petit peu sur le début du mois de juin, bon, c'est pas très clair là, mais on voit l'Espagne remonter euh, parce qu'on a une situation d'un point de vue hydraulique qui se normalise. Donc la production hydraulique baisse et les centrales à gaz sont de plus en plus marginales, ce qui permet de faire remonter les prix. Mais je vais y revenir dans un instant. Si on parle rapidement du solaire, c'est vraiment l'actualité du printemps, disons. Euh, le solaire est la source de production renouvelable qui a subi la plus grande croissance en termes de capacité et qui cette année donc a bénéficié de niveaux d'ensoleillement absolument exceptionnels. Donc on peut voir que sur certains jours, dans le scope Europe de l'Ouest, donc France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, Espagne, on a sur certains jours produit plus d'un térawattheure simplement avec l'énergie solaire. Donc aussi uniquement concentré sur les heures de la journée, ce qui par moment est en fait simplement trop euh, pour la demande qu'on a à mettre en face. Donc ça, c'est reflété par des prix spot qui peuvent passer à zéro ou en dessous. Et quand on fait le cumulé de cette mesure, c'est la courbe en rouge sur le graphique de gauche. Et on observe que en 2025, on a une accélération à partir du mois de mai. Simplement parce qu'on n'a pas de demande, enfin pas de croissance de demande sur ces heures-là, et une production solaire qui est vraiment forte. Maintenant, si on s'attarde un peu sur l'hydraulique, je pense que ça va être un point à surveiller pour les semaines à venir et le début de l'été. Simplement parce que l'hydraulique permet de procurer au réseau une flexibilité. C'est de l'eau qui est stockée en altitude, des centrales qui sont facilement activables en pointe. Et lorsqu'on a moins de réserve hydraulique, simplement, on peut moins produire sur ces heures-là, ou alors ça va coûter plus cher. Également, quand on met ça en face d'une possible hausse de la demande sur le début de l'été, due à des températures relativement élevées, donc c'est visible sur la carte ici à droite, qui est un forecast de température, d'anomalie de température. Donc, le rouge indique des températures
au-delà d'un normal. Donc l'organisme européen prévoit des températures au-delà d'un normal. Euh, on pourrait avoir aussi un régime avec légèrement moins de précipitations et, euh, et finalement des cours d'eau, enfin, des fleuves qui ont moins de débit, donc des températures au niveau de l'eau qui augmentent. Et ça pose un risque pour les centrales nucléaires, puisque elles ont des contraintes environnementales, elles ne peuvent pas rejeter de l'eau à n'importe quelle température. Et donc, par moment, ça a été vu en 2022, certaines centrales sont forcées d'être arrêtées, donc on dit qu'elles sont coupées pour raisons environnementales. Et on observe un réchauffement assez rapide de certains cours d'eau, notamment celui du Rhône. Euh, ça va vraiment être quelque chose de très intéressant à suivre pour l'été. Par exemple, en Espagne, on observe déjà, malgré des réserves qui sont à des records pluriannuels, on observe une baisse assez rapide de la production hydraulique, qui fait que, alors que la demande augmente en Espagne du fait des températures élevées, ils ont beaucoup de cooling demand. Euh, on, on a des prix spot qui s'envolent. Maintenant, passons sur le forward, euh, qui est drivé à la fois par des éléments macro, aussi liés au gaz, mais aussi par les prix spot, en fait. Donc, on a toujours ce découplage nord-est, enfin, nord de l'Europe et sud-ouest de l'Europe, donc France, Espagne en bas, l'Allemagne en rouge avec autour la Belgique et les Pays-Bas. Et globalement, on peut voir que ces prix-là suivent la volatilité, les mouvements du prix du gaz et du carbone. C'est l'air ici représenté en gris. Euh, Ce qu'on observe quand même, c'est qu'en France, notamment, les prix sont tombés très bas en enfin, mi-mai 2025. Euh, Parce qu'on avait finalement des prix spot qui continuaient de baisser, alors que euh, l'année dernière c'était déjà le cas, mais finalement cette situation de suroffre était encore plus flagrante et peut-être inattendue que l'année dernière. La situation a un peu évolué depuis mi-mai. On observe un léger rebond et finalement la semaine passée, les prix se sont clairement relevés avec deux facteurs principaux. Le premier étant mercredi dernier une suspect de possible un possible retour de la corrosion sous contrainte sur les centrales nucléaires, notamment à Civaux 2, je vais y revenir dans un instant. Mais globalement, ça ferait moins de capacité, enfin, de disponibilité nucléaire et donc moins d'offres à bas prix et donc le prix français qui s'envole. Et ça, finalement, le marché a peut-être légèrement suragi dans le sens où on a. euh, ça a fait écho à la crise vraiment de 2022, qui était vraiment un scénario catastrophe, disons. Un élément qui est assez intéressant, merci. Un élément assez intéressant sur la Belgique, c'est qu'on peut voir début juin euh, une baisse assez rapide par rapport au prix allemand, auquel elle était vraiment attachée. Ça s'explique par ça peut s'expliquer par une anticipation d'une enchère pour la capacité entre la France et la Belgique. Donc, certains acteurs ont vendu la Belgique, acheté en France pour euh, enfin, permettre cet export de la France vers la Belgique. Donc, ça montre aussi que les infrastructures physiques et les mécanismes de marché peuvent euh, faire converger des prix et suivant cette réalité physique. Ce qu'on note quand même, c'est que le prix de cette enchère a clairement explosé, disons, au cours des 3 dernières années. Euh, L'enchère qui s'est déroulée hier est sortie à 21 euros, alors qu'il y a 2 ans, elle était à 3 euros. Donc ça montre vraiment que la France a toujours une situation de suroffre, même pour l'année à venir.
C'est un slide assez dense, c'est surtout pour vous plus tard pour pouvoir le relire, mais concrètement, ce qui s'est passé la semaine dernière sur le nucléaire, on a eu à Civaux 2, donc une centrale nucléaire française, qui était la première où on a détecté ce problème de courant sous contrainte en 2021. De euh, de nouveaux éléments qui permettent de laisser penser qu'il y avait de la corrosion sous contrainte. Ça a été confirmé par EDF, mais ils ont aussi informé le marché que euh, les réparations étaient déjà en cours et que il n'y aurait pas d'impact, enfin de délai dans la remise en route de ces réacteurs-là. Donc c'est assez rassurant euh, pour l'approvisionnement en nucléaire. On n'est pas du tout dans le scénario de 2022. Et même en prenant un scénario assez pessimiste, pardon, d'une extension pour 16 unités de nucléaire, on tombe qu'à 10 TWh, disons, de pertes de production nucléaire entre 2025, enfin pour 2025 et 2026. Mais c'est assez peu probable vu les développements récents. Donc de ce côté-là, pas d'inquiétude. Maintenant, Euh, de quoi pourrait se constituer le marché à terme. Euh, donc on a toujours cet ancrage assez fort du power par rapport au prix du gaz, donc qui est toujours la courbe grise à gauche. Sur les produits à terme 26 jusqu'à 28, on a une assez forte décroissance des prix du gaz qui va être reflétée dans les prix du power, notamment en Allemagne ou les pays voisins qui sont encore dépendants, enfin, assez fortement du gaz. Euh, En Belgique, d'un point de vue historique, on est quand même sur des prix plus élevés plus proches de ceux de l'Allemagne euh, qu'auparavant, parce qu'on simplement on a perdu la capacité nucléaire qui va être remplacée par de la capacité de gaz. Et ça justifie ce léger euh, premium par rapport, enfin, d'un point de vue historique. Maintenant, euh, la Belgique bénéficie des exports depuis la France et ça permet que c'est une force de rappel supplémentaire pour pouvoir faire baisser les prix. Euh, il y a toujours cette épée de Damoclès, ce risque que la production française de nucléaire ait des soucis, mais c'est pas le scénario le plus probable aujourd'hui. Pour ce qui est de l'été, on est dans un régime où on va avoir certainement des températures élevées, beaucoup de production solaire, un point d'attention particulier pour l'hydraulique, donc peut-être des prix spot assez soutenus sur certaines semaines lors d'épisodes de vagues de chaleur. C'est notamment, enfin on va le voir demain et finalement dans les jours qui arrivent, où la demande est certainement, enfin, est en train d'augmenter. Et ça va supporter les prix spot, c'est clair. Pour ce qui est de l'hiver qui arrive, il est assez peu probable quand même qu'on repasse dans un régime de faible vent. Donc on pourrait s'attendre à des prix spot un peu plus relâchés, simplement avec des niveaux de vent, disons, normaux, euh, qui permettraient de mettre sous pression un peu plus souvent les prix spot. Et d'éviter ces événements de jungle float qu'on a pu observer l'hiver passé. Euh, Maintenant, du côté demande, au long terme, on a eu quelques changements récemment, notamment du côté français, où RTE est assez proactif, disons, pour connecter des gros consommateurs industriels et assez rapidement, donc pour vraiment en fait soutenir l'aspect demande. Euh, et au forum Choose Friends qui s'est déroulé il y a quelques semaines, euh, enfin, il y aurait 4 gigas de projets de data center en France qui est du base load en fait, donc ça permettrait de relever directement euh, la demande sur toutes les heures de l'année quasiment. Et jusqu'à, enfin une partie de ces 4 gigas, 1 giga disons, euh, pourrait entrer en service dès 2026, donc ça pourrait finalement arriver assez rapidement. Et c'est ce qu'on voit à plus long terme, donc avec la courbe française euh, qui remonte à l'horizon 2030, qui reconverge vers les prix allemands, qui est certainement du coup drivé par une hausse de la demande de ce côté-là. Mais au final,
Par rapport à la dernière intervention, il y a quelques mois, j'ai laissé inchanger la conclusion en bas de cette slide. On voit quand même une croissance assez forte du renouvelable et qui est finalement plus rapide que celle de la demande et de la flexibilité. Et donc, on va avoir des prix spot qui vont baisser et une hausse, une continuation de la fréquence des prix négatifs dans le futur. Je vois que l'heure tourne. Je vais dire on peut passer à la dernière slide sur le carbone, s'il vous plaît. Voilà, merci. Vous aurez les slides plus tard. Mais simplement pour le carbone, en fait, on a une situation, une balance qui se resserre dès 2026. Donc on est globalement assez sur le carbone, puisque on va retirer du marché une partie des volumes aux enchères. Et malgré la volatilité d'avril liée aux événements macro, on est dans des prix qui sont relativement stables finalement. Il y a un range entre 70 et 76 euros par tonne. Euh, mais on ne voit pas baisser les prix beaucoup, enfin, de manière très significative, puisque structurellement, le marché va se resserrer et s'orienter vers une hausse plus poussée à l'horizon 2030. Parfait. Merci beaucoup, Luc. Je pense que tout était très clair. On a reçu entre-temps quelques questions. Je vais en sélectionner trois, une pour chacun de nos intervenants. Je vais commencer par Olivier. Alors j'ai appris un mot, je suis très content. La production de pétrole sur le bassin permien n'est-elle pas en train de se réduire et avoir une forte influence sur l'économie aux États-Unis? Oui, Christophe, alors ça renvoie en fait au débat sur euh, la trajectoire de la production de shale oil, donc de pétrole de schiste aux États-Unis. En fait, tout vient des deux injonctions contradictoires données par Trump au début de son deuxième mandat, qui était à la fois d'avoir les prix les plus bas possibles et donc la production mondiale la plus haute possible, puisqu'il a encouragé une augmentation de la production OPEP, et en même temps un secteur vous savez, si vous vous souvenez, il avait placé le pays en situation d'urgence énergétique. Il fallait absolument augmenter la production. Et même son secrétaire au Trésor, donc l'équivalent de ministre de l'économie, Scott Bessent, qui voulait augmenter la production de 3 millions de barils de jour. En fait, ce qui va se passer cette année probablement, c'est que la production alors, va baisser marginalement, mais elle va baisser quand même pour la première année depuis assez longtemps. Donc ça peut être considéré comme un relatif échec finalement de Trump dans le secteur. Pourquoi? Bah, parce que les prix sont descendus trop bas. Il y a eu une enquête de la Fed de Dallas qui a été publiée il y a environ un mois, si je me souviens bien, qui montrait que le point de bascule, hein, le point de rentabilité pour développer de nouveaux puits et exploité donc du shale oil aux US, c'était plutôt autour de 65 dollars par baril, mais que compte tenu de l'incertitude qui régnait à ce moment-là, en fait, les acteurs du secteur disaient, nous, il nous faudrait des prix autour de 75. C'est-à-dire, en gros, il faudrait que la situation qu'on a aujourd'hui perdure et apparaisse comme, disons, durable pour qu'effectivement, ça relance la production en dessous, c'est-à-dire si on considère que là on est en situation de crise et que les prix vont rebaisser, et ben en fait il y a une rentabilité qui est insuffisante et donc on est plutôt sur un plateau, je dirais, avec même une légère tendance à la baisse sur la production de pétrole aux États-Unis. Ok, très bien, merci Olivier. Peut-être une question pour Cédric maintenant par rapport aux exigences européennes sur les stocks de gaz. Tu peux repréciser, s'il te plaît, Oui, Cédric? tout à fait. Donc, j'avais écrit un typo sur mon slide parce qu'au fait, les exigences sont à 83% avec une déviation jusqu'à 75%, effectivement. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on arrive à la barre des 70%, parce que j'avais pas mis la target européenne, j'avais mis une target, si on arrive aux 70%, on est bien parti. On est à 50 et si d'ici août, on est à 70% fin août,
on devrait arriver aux exigences européennes de 83%. Donc, j'avais été un peu vite sur le slide, effectivement. Voilà. Ok, parfait, merci Cédric. Et pour garder l'équité, Luc, éventuellement, je pense que tu as répondu, mais je la pose quand même. Quel est l'impact sur le prix du gaz de l'arrêt d'un réacteur nucléaire français? Est-ce que EDF a assez de marge en capacité pour pouvoir compenser l'arrêt d'un seul réacteur? Ça dépend de la période. Si on est dans des températures de juin normal, enfin du début de mois de juin, ça le fera sans problème. Mais si on est dans une période de vague de chaleur, là, ça risque de poser un peu plus de problème et donc de se répercuter sur du gaz, oui. Ok, Donc on parle de ouais. Oui, pardon. On parle de quelle puissance de ce réacteur qui est aujourd'hui soupçonné de problèmes de corrosion? 1495, il me semble, mais D'accord, enfin quasiment 1,5 gigawatts, mais on n'est pas dans un scénario où ça risque de poser de gros problèmes, puisqu'en fait, ce réacteur est déjà en arrêt planifié. d'accord, Euh, donc c'est au cours de cet arrêt été détecté ces possibles problèmes de corrosion sous contrainte. Il est censé redémarrer le 30 juillet. Et donc, même s'il était retardé dans son retour sur le marché, finalement, il reviendrait en août, qui est une période où la demande est plus faible, puisqu'il y a il y a moindre activité industrielle et au niveau c'est ça. commercial. Donc, c'est pas un impact majeur. Ouais. Parfait, merci Luc. Merci messieurs pour vos commentaires et vos analyses, toujours très intéressants. Merci aux auditeurs pour leurs questions. J'espère que ce webinaire a rencontré vos attentes. Comme on l'a dit en introduction, vous recevrez dès demain l'enregistrement. N'hésitez pas à le partager avec vos connaissances et vos collègues. Vous pouvez aussi nous suivre, bien entendu, sur notre page Marché de l'énergie sur LinkedIn. Je pense que le QR code s'affiche à l'écran maintenant. Vous avez l'occasion de le scanner si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre participation encore une fois. On se revoit donc après l'été, à la mi-septembre. Et je vous souhaite, d'ici là en tout cas, un excellent été. À très bientôt.